Bonjour à tous, l'invité politique sur LCI et Radio Classique ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République. Ça s'appelle Debout la France pour ses campagnes européennes. On en parlera dans quelques instants. On va d'abord parler de l'actualité ensemble, Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, ce décret Valls-Montebourg annoncé hier qui devrait permettre au gouvernement de filtrer en quelque sorte les investissements étrangers en France, en tout cas d'avoir son mot à dire en cas d'un rachat d'une entreprise française par un investisseur étranger quand ça touche à certains domaines. On ne va pas les lister tous, mais il y a évidemment les transports, la santé, les télécoms. C'est un bon décret pour vous ? Oui, je l'ai toujours réclamé parce qu'il existe dans tous les pays du monde d'une façon ou d'une autre. Simplement, c'est un décret un peu électoral. Et si c'est un décret pour faire du cinéma alors qu'on laisse vendre Alstom, qui est une entreprise fondamentale pour l'avenir du pays, soit aux Allemands, soit aux Américains, ça ne sert à rien. Vous savez, il y a tous les décrets du monde et puis il y a la volonté. Et il y a aussi une stratégie économique. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas de stratégie économique. Et c'est ça qui est terrible. Alors on peut mettre tous les décrets du monde, si on laisse vendre Alstom. Je rappelle qu'Alstom a 5 milliards de trésorerie, 30 milliards de commandes. Mais apparemment, sa direction, son président, estime qu'ils sont trop petits pour continuer. Un président d'une entreprise n'a pas le droit de brader 75% de son entreprise, qui est vitale pour la transition énergétique et qui bénéficie de commandes publiques. Mais est-ce que l'État est capable d'avoir une meilleure stratégie que le président de l'entreprise ? Mais oui, il y a des moments où quand un président de l'entreprise trahit la nation, il y a un devoir d'intervention. Surtout quand c'est des commandes publiques, c'est l'argent du contribuable qui à terme va commander les éoliennes marines, qui va construire les centrales nucléaires, les turbines, etc. Donc il y a un moment, ça suffit. Mais simplement, il faut une stratégie, ça suffit pas de dire non. Moi, je ne suis pas pour un protectionnisme défensif, je suis pour un protectionnisme offensif. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est ce que font tous les pays. On connaît l'effet pervers quand même de dire, mais bien sûr, il faut faire attention. Une contrainte supplémentaire aux investisseurs étrangers en France. Alors qu'on sait que quelquefois, les critères d'investissement, quand il concerne la France, sont compliqués. Donc, si on en rajoute une couche... Nous sommes le pays le plus ouvert au monde. Et pourquoi General Electric... Vous avez vu que les investissements étrangers avaient baissé de 77% l'étranger. Mais pourquoi mais pas pour cette raison, parce que le politique économique du gouvernement n'est pas lisible. Il y a des impôts trop élevés. Mais pourquoi ils veulent s'emparer d'Alstom, General Electric ? Pourquoi ils ne nous proposent pas un partenariat ? Une filiale commune 50-50 comme pour les moteurs d'avion. Pour la steak basse que j'allais vous dire. Oui, pourquoi pas ? Parce qu'ils veulent prendre les brevets et les commandes publiques, ça suffit. En revanche, le gouvernement est fautif parce qu'il n'a pas anticipé le retrait de Bouygues, il n'a pas anticipé la création d'un pôle énergétique majeur. On aurait pu faire un pôle avec Total, on aurait pu faire un pôle avec l'Areva. Pourquoi vous ne voulez pas faire de co-entreprise avec les Allemands ? Une co-entreprise. Airbus, c'est bien franco-allemand. Oui, mais à égalité. Pas se vendre. Notre pays se vend. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je crois que François Hollande doit revoir l'équipe dirigeante de General Electric. D'Alstom, est-ce que vous dites ce matin, il faut une joint venture 50-50 avec les Américains ? S'il y a une joint venture et qu'on a la majorité, oui. Mais si on est en minorité, 50-50, ça non, comme il faut la majorité. C'est 50-50. Excusez-moi, c'est quand même extraordinaire. Quand les Allemands protègent leurs industries, on dit ils sont formidables, ces Allemands. Quand les Américains s'emparent de nos sociétés, on dit ils sont formidables. Et quand la France doit défendre ses sociétés, il n'y a plus personne. On peut le faire, et on ne le fait pas. Autre sujet d'actualité, la croissance zéro en France. Comment vous l'expliquez en deux mots, alors que dans beaucoup de pays, ça redémarre, notamment chez nos voisins allemands, 0,8% de croissance. Nous, on est à 0% au premier trimestre. Mais quand vous appuyez sur le frein de votre voiture, en général, elle s'arrête. Ça paraît simple ce que je dis, mais c'est tellement évident. Mais on a mis en place une politique stupide. Taxation. 60 milliards d'impôts. 30 milliards sous Sarkozy, Fillon, 30 milliards sous ce gouvernement. Quand vous prélevez 60 milliards d'impôts, 60 milliards d'euros sur une économie qui a déjà les taxes les plus élevées et qui a la monnaie la plus chère du monde, qui est en sous-investissement depuis 5 ans, il ne faut pas s'étonner que ça s'arrête. Mais je le dis depuis 2 ans, je l'ai dit à la présidentielle, il fallait une relance économique ciblée sur l'industrie avec une baisse de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui relocalisent en France. Il faut faire une politique pour les PME et il faut baisser la valeur de la monnaie. On fait l'inverse. Tous les pays du monde ont dévalué. Tous, sauf la zone euro. 3 millions de chômeurs de plus en zone euro depuis 2009. 3,5 millions de chômeurs de moins aux États-Unis. Écoutez, moi je sais pas, on me traite de souverainiste, d'archaïque, de repli sur soi. Vous revendiquez le fait d'être souverainiste, ça vous dérange pas ? Gaulliste, patriote, oui. Parce que j'estime que mon boulot d'élu de la nation, c'est de défendre la France. Et je regarde ce qui se passe dans le monde, moi je suis pas fermé. Mais tous les pays du monde se défendent, se protègent, baissent leur monnaie et baissent les impôts sur les sociétés.
Mais et nous, on fait l'inverse. Dans le cadre de l'euro, vous estimez qu'on ne peut pas vraiment jouer sur les parités, donc il faut sortir de l'euro. Oui, Ça continue je à être pense votre qu'il faut leitmotiv. démonter l'euro intelligemment, pas de manière brutale comme le Front National, mais simplement comme le propose Chevènement, comme le propose 6 prix Nobel aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une monnaie commune, réserve, et puis l'euro-franc, l'euro-marque, qui peuvent fluctuer. L'euro-marque se réévaluerait de 20%, l'euro-franc diminuerait de 10%. C'est compliqué pour la population. Des euro-francs, des euro-marques. Mais si c'est très simple. On aurait des billets, ça serait marqué euro-franc. Mais oui, et on pourrait, au lieu de baisser les salaires, on baisserait la valeur de l'euro-franc, comme l'a fait M. Cameron. Moi, je regarde ce qui marche. J'ai du bon sens. Je regarde l'Angleterre qui marche. 3% de croissance cette année. Alors, pourquoi ils ont baissé la livre de 30%? Eh bien, qu'est-ce que font les industries? Elles relocalisent en Angleterre. Et vous savez, nous, on va se battre là pour le crédit, impôt, compétitivité. Très bien. 3% de baisse de charges sur les entreprises, alors qu'on les a augmentées depuis 2 ans ou 4 ans, allez, de 5 ou 6%. Ben, pendant ce temps-là, l'euro a pris 3% face au dollar. Et quand on dit ça, Mme Merkel dit « niet, hors de question ». L'I9 plutôt. Oui, exactement. Eh bien, il y a un moment, il faut dire stop. Mais si on ne le fait pas, on n'aura plus un emploi industriel dans notre pays. Moi, je ne dis pas que le démontage de l'euro ou la transformation de l'euro sera la solution miracle. Je dis que c'est un des éléments essentiels. Et c'est ce que proposent nos listes. Autre sujet dont on parle beaucoup depuis quelques jours, c'est le traité transatlantique en négociation en ce moment entre l'Europe et les États-Unis. Il ne faut pas aller vers plus de libre-échange comme le propose ce traité? Mais ce n'est pas le libre-échange, ce traité transatlantique. C'est la fin de nos normes. On a fait l'Europe pourquoi? Pour défendre un standard social, sanitaire, environnemental. Avec le traité transatlantique, c'est pas la suppression des droits de douane, il y en a quasiment plus. C'est la sacralisation de normes américaines en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y aura un nouveau gouvernement en France, par exemple, qui décide démocratiquement d'éviter certains pesticides ou, bref, des normes, eh bien, il ne pourra pas les prendre parce qu'on dira « Ah non, l'Europe a signé un traité avec les États-Unis. » Évidemment, notamment, c'est peut-être caricatural, mais le poulet chloré, le bœuf aux hormones, etc. Mmh. Mais c'est surtout au-delà de ça, le fait que c'est un commissaire, j'allais dire américain, c'est un commissaire européen qui négocie dans le secret le plus absolu. Il a un mandat quand même. Il a un mandat, mais le gouvernement français a abandonné, sauf un point. Ah, c'est quand même extraordinaire. La culture. La culture. C'est-à-dire, et moi je dis bravo, les acteurs de cinéma sont protégés par le président de la République, mais les ouvriers, les agriculteurs, non. Le traité transatlantique, c'est la fin de notre démocratie. C'est même la fin de l'Europe. Et pourquoi moi je revendique une Europe radicalement différente? C'est parce qu'on n'a pas fait l'Europe pour fusionner avec les États-Unis. J'ai beaucoup de respect pour les États-Unis, mais ils défendent leurs intérêts. Si on veut une Union européenne qui soit à plat ventre devant les États-Unis, ben on ferme la boutique. On a l'impression un peu que ce traité transatlantique, c'est un peu le plombier polonais de la campagne référendaire. Hein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous savez, moi je considère qu'on peut construire des coopérations européennes sur des projets concrets, lutte contre le cancer, voitures propres, panneaux solaires, ce que n'ont pas fait nos dirigeants depuis 20 ans, sans pour autant fusionner nos peuples et subir la loi de technocrates non élus. C'est pourquoi je revendique une Europe des nations libres. On récupère nos lois, notre monnaie, notre budget, nos frontières, et en même temps on coopère avec les autres. C'est la seule manière d'être bien dans l'Europe. Respect des démocraties, travail en commun. J'ai envie de vous poser une question plus personnelle, Nicolas Dupont-Aignan. Vous menez ce combat un peu, pas solitaire, parce que vous avez des électeurs, mais simplement de plus en plus. Pas, sans doute pas à la hauteur de vos espérances. Par exemple, aujourd'hui au Parlement européen, vous n'avez pas de député. Est-ce que on va en avoir. Est-ce que vous en aurez demain? Mais oui. Mais quand je vois qu'Henri Guénaud, par exemple, ne va pas voter la liste UMP parce qu'il a raison. Est-ce qu'il votera pour vous? Vous lui demanderez, mais j'en suis convaincu. Est-ce qu'il vous l'a dit? Je n'ai pas à révéler des conversations privées. Simplement, ce que je veux dire, c'est que je vois tellement d'électeurs de droite classique et même de gauche, des UMP, des républicains, venir dans nos réunions publiques et dire « Tiens, enfin, un patriotisme constructif, modéré. » Vous savez, d'un côté, on a le Parti socialiste et l'UMP qui ont tout abandonné, on le sait, et de l'autre, le Front National. Moi, pour la première fois, avec ces listes, Debout la France, ni système, ni extrême, on va offrir aux Français un patriotisme tranquille. C'est ce qu'attendent les Français. Vous avez quand même que ce patriotisme, ce discours, vous n'avez pas le même que le Front National, mais il y a certains éléments communs sur l'euro, sur l'Europe. Comme avec Chevènement ou certains à gauche. Est-ce que vous n'êtes pas désespéré que ces voix aillent plutôt, beaucoup, largement au Front National qu'à vous? Non, ça viendra. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez échoué dans cette stratégie de tampon entre les deux. Mais c'est pas de tampon. Le patriotisme doit être de rassemblement, pas d'exclusion. Moi, je ne veux pas déclarer la guerre à l'ensemble des pays d'Europe. Je ne veux pas me replier. Je veux un pays bien dans sa peau, qui respecte les Français, qui les défend et qui travaille avec les autres. Et on n'a jamais proposé ça aux Français. On nous rend prisonniers du trio infernal, PS, UMP ou Front National. Et
je suis certain que le Front National est un élément de la stratégie, notamment du Parti Socialiste, pour se maintenir au pouvoir. Et vous allez voir, nos sondages progressent de manière considérable aujourd'hui. Enfin, on sort du trou noir qu'on a eu un moment, c'est vrai, les 1-2%. Et donc vous pourrez avoir, on est à 3, 4, 5%. Vous aurez peut-être un ou deux députés. Mais on aura un député par région. Ils siégeront où, vos députés? Dans quel groupe au Parlement européen? Avec des patriotes modérés, comme UKIP, avec les Grecs indépendants. C'est les Britanniques, ça? Oui. Vous ne siégerez pas avec le Front National? Non, sans les patriotes extrémistes. Parce que on va reconstruire l'Europe sur des bases saines. Vous savez, l'Europe, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a construit l'Europe contre les peuples et les nations. On ne construit pas l'Europe contre ses racines, contre son identité. Il y a un équilibre à trouver, une articulation entre la France et l'Europe. Et je vais vous dire, la ligne que je défends est la seule possible pour l'avenir, pour avoir des résultats. Donc vous verrez, on aura des résultats et on aura notamment en Ile-de-France, j'espère, Dominique Jamais, qui est un homme remarquable, vous savez, l'ancien du Quotidien de Paris, et de la Bibliothèque nationale de France aussi. Oui, qui peut être élu député européen, parce qu'on n'a qu'un tour, 15 jours. Et je dis à ceux qui nous écoutent, c'est pas comme les élections habituelles. Chaque voix compte. Et vous pouvez faire élire des députés gaullistes, enfin. Et donc vous espérez, vous dites un député par circonscription. Un député par région. Donc, si vous n'avez pas 8 députés, vous aurez échoué dans cette campagne? Oui, on verra. C'est beaucoup 8. On verra. Si on a ça 5-6, on sera très heureux parce que je ne fais pas ça simplement pour les européennes. Je veux offrir une voie alternative aux Français. Et je suis un peu opiniâtre parce que je vois bien qu'il y en a qui ont échoué et je ne crois pas qu'on puisse donner les clés de la Maison France à la famille Le Pen. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République, dont les listes Debout la France ont été rebaptisées ni système ni extrême. Pour les élections européennes. Merci d'avoir été l'invité sur Radio Classique et LCI.